La dernière fois. Cours. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Il n'y a pas Non, de questions. madame. D'accord, très bien. Cette semaine, on continue donc en ligne aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ça sera du présentiel. On vous a envoyé les emplois du temps ou pas encore? Est-ce Non, qu'on vous pas a encore, envoyé? madame. D'accord, ils vont le faire aujourd'hui, hein. Donc, vous avez les IV. Les IV, vous avez cours lundi, je crois, à 10h, 10h10. Après, vous avez TD. Et les IL, vous avez cours le même jour, lundi à 9h. D'accord? Lundi 9h. Bon, ils vont vous envoyer les détails en principe d'ici la fin de la journée. Alors, donc la semaine prochaine, vous commencerez TD, TP, hein. Alors, donc je vais au cours. Il restait un bout de cours. Il restait un bout de cours du chapitre introduction pour que je démarre après le chapitre 1. Alors, ça va? Tous les cours ont démarré? Tous les cours ont démarré? Excusez-moi, on m'appelle du bureau. Allô? 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 Oui, bonjour, Ferial. C'est Ferial. Alors, donc je vais partager avec vous le. Alors, je partage avec vous le cours. Alors. Est-ce que vous voyez le cours? Est-ce que vous voyez le cours, s'il vous plaît? Hein? Madame. Oui, c'est bon? C'est bon? Oui, c'est Oui. bon. Très bien, voilà. Donc, on avait fait l'analyse lexicale, on avait fait l'analyse syntaxique. Euh, on était... euh, on était où? On avait parlé de la forme intermédiaire? Forme intermédiaire. Hein? On avait parlé de la forme intermédiaire? Aïe, aïe, aïe. On a parlé de la forme intermédiaire, vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez pas? Bon. Alors, la forme intermédiaire, c'est une forme qui vient, elle est toute simple, elle vient pour simplifier le programme que vous avez écrit au début, c'est-à-dire le programme source. Simplifier pour simplifier après, bien sûr, la génération de code d'objets et l'exécution. Il y a plusieurs formes intermédiaires. Nous, on s'intéresse à la pose fixée, quadruplée et l'arbre abstrait. Si, je l'ai fait, je me rappelle, c'est bon. C'est bon. Alors, j'étais là, traduction dirigée par la syntaxe ou analyse sémantique. En fait, on dit que c'est une analyse sémantique ou alors c'est une, c'est une traduction dirigée par la syntaxe. Pourquoi? Parce que c'est la syntaxe qui commande. C'est-à-dire, on vous donne une syntaxe et une syntaxe à laquelle vous associez une sémantique,
mais c'est la syntaxe qui décide de l'ordre d'écriture des instructions par exemple. Alors, comme pour l'analyse syntaxique, il y a le cas descendant et le cas ascendant. Alors, dans le cas descendant, toujours, on part de l'axiome, on dérive jusqu'à arriver au programme d'entrée. Ça, c'est l'analyse syntaxique. Et si on doit insérer Est-ce que vous êtes là avec moi? D'accord. You are here. Thanks. Alors, ça c'est, oui, ça c'est les IV. Écoutez, faites attention. On m'a dit que les étudiants d'IL n'étaient pas sérieux. Hein. S'il vous plaît, les. مدام راحت لك الكونيكسيون مدام Pardon? راحت لك الكونيكسيون Oui, je sais, mais faites attention. On m'a dit que les étudiants d'IL n'étaient pas très assidus. Hein. D'accord? IL. Hein. IV, on m'a pas dit encore, mais IL, on m'a dit que c'est une section. Je suis, hein. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites attention. Hein. Je n'aime pas les étudiants non assidus. Alors, je reprends. Donc, l'analyse sémantique, c'est pour pouvoir analyser le sens d'un texte. Alors, quand c'est le cas descendant et que vous pensez que vous devez insérer une routine. Pardon, Madame, on va pas le partage. D'accord, je reprends. J'ai perdu la connexion. Voilà. C'est bon, c'est partagé? C'est partagé. Oui, c'est bon? D'accord. Donc, je disais, dans l'analyse sémantique, si vous avez une règle de ce type, A donne alpha bêta, alors A est un nom terminal, alpha bêta appartient à T union N, T union N ou T union N star. Si vous pensez qu'il y a une routine sémantique qui doit être insérée à ce niveau, c'est-à-dire entre alpha et bêta, vous créez un autre nom terminal qui dérive en epsilon, Donc, à tout moment, si vous pensez que vous devez insérer des routines sémantiques, vous créez des noms terminaux qui dérivent en epsilon. C'est celle-là la méthode. Par exemple, si vous avez if condition, donc c'est le if, si vous avez if condition then, instruction 1, sinon instruction 2, alors, si vous on va voir comment travaille le if. Hein. Donc, on doit associer, là, ce qu'on donne, c'est de la sémantique. On doit associer, de la syntaxique. On doit associer une sémantique. Comment fonctionne le if? Alors, le if, c'est quoi? C'est une condition suivie d'un then, suivie de l'instruction n, une, suivie de l'instruction 2. Alors, ça, c'est la syntaxe.
Mais la sémantique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si la condition est fausse, commencez toujours pour le faux, c'est pour gagner une instruction. Donc, si la condition est fausse, je vais aller au else. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'exécute tout de suite l'instruction 1. Mais une fois que j'aurai fait l'instruction 1, il ne faut surtout pas faire l'erreur de continuer en séquence. C'est-à-dire, quand vous générez la forme sémantique, en fait, c'est celle-là qui génère le code. On se rapproche du code objet. Donc, quand je génère l'instruction 1, il ne faut pas oublier de sortir et d'aller vers la fin. D'aller vers la fin. Et donc, maintenant, si vous faites instruction 1, vous partez à la fin. Par contre, si la condition est fausse, vous faites un saut, c'est un jump vers l'instruction 2, vous exécutez l'instruction 2 et vous sortez. En fait, le point de rencontre de la fin est le même si je fais instruction 1 ou alors instruction 2. Donc, je me retrouve à cette fin. Alors, dans le cas, je vais écrire un bout de code. Alors. Je vais prendre un exemple. Alors, comment on écrit du code ici? J'ai dit que, c'est-à-dire, on donne une sémantique. Donc, il faut savoir interpréter cette sémantique parce qu'en fait, c'est la sémantique qui nous mène vers la génération de code objet et ensuite une bonne exécution. Donc, si vous avez un programme qui est compilé correctement, vous avez un bon code objet qui est bon, qui est correct, et après une bonne exécution. Alors, comment ça fonctionne? On dit qu'on a une condition. Une condition, il faut la tester. Donc, tester, condition. Ensuite, si ça c'est du langage algorithmique, enfin du langage parlé si vous voulez, naturel. Si cette condition est fausse, allez à instruction 1 et sortir. Sinon, Madame, c'est aller à instruction 2. Voilà. Sinon, allez à instruction 2, et fin. Donc, il y a un point commun, c'est la fin. Et sortir, aller à la fin. D'accord? Comment on traduit ça? Par exemple, en quadruplé, en code intermédiaire. Pourquoi un code intermédiaire? Le code intermédiaire, il permet de faciliter la génération de code objet. D'accord? Donc, c'est une étape optionnelle dans les compilateurs, mais quand elle existe, c'est mieux. Voilà. Alors, donc, comment je génère? Donc, je génère des quadruplés. Ça, c'est du compile 1. Alors, je teste. Pour tester une condition, vous avez un ensemble d'opérateurs. Alors, si vous vous rappelez, vous avez branch if equal to 0, branch if non equal to 0, if positif, branch if négatif, etc. Donc, nous, on va utiliser le branch if 0. Qu'est-ce que ça veut dire branch if 0? C'est si le résultat de la condition est faux, donc le résultat de la condition est faux, je vais aller quelque part. Ce quelque part, il est là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas pour le moment. Quand vous êtes au début du if, bon, j'ai écrit au-dessus au lieu du dessous, hein, je me suis trompée. Hein. Donc ça vient en bas.
Alors, donc, c'est se brancher selon le test, de la condition. Donc, voilà, selon le résultat de la condition. Le résultat de la condition, comme les quadruplés, c'est à 4 champs. Hein. 4 champs. Le premier champ, c'est l'opérateur. Le deuxième, c'est l'adresse de branchement. Le troisième champ, il est vide. Dans notre cas, il est vide, hein, mais ça, il peut être rempli. Hein. Le quatrième, c'est, je l'appelle, résultat de la condition. Donc, comme je ne connais pas le résultat de la condition, donc on fait de la simulation. On simule une exécution, d'accord? On simule une exécution. Donc, si la condition est fausse, je vais aller au else, mais je ne connais pas encore l'adresse du else, c'est-à-dire je vais la rencontrer au moment voulu, c'est du au fur et à mesure. Donc, tant que je ne l'ai pas, l'étiquette ici reste à blanc. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si la condition est fausse, il faut aller au else. Mettez ici une petite indication, c'est pour vous, en disant là, c'est une étiquette else, pour ne pas oublier. Parce que quand vous avez un grand programme, un long programme, vous imaginez la sémantique du langage Java? Ça prend des pages et des pages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez ici une petite indication, c'est pour vous. Maintenant, sinon, là, c'est le sinon. Hein. Vous avez dit que si la condition est fausse, aller au else. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On générer les quadruplés. On génère les quadruplés de l'instruction 1, c'est-à-dire vous passez à l'instruction 1, on génère les quadruplés de l'instruction 1 et on se branche à la fin. Se brancher, alors l'opérateur qui nous permet de nous brancher, c'est le BR, branch. Branch, comme tout à l'heure, je ne sais pas où est-ce que je vais me brancher. Et comme c'est à 4 champs, je dis ici, je me branche à la fin, c'est pour nous. Hein. C'est une petite indication pour nous. C'est une petite indication pour nous parce que, en fait, on ne l'a pas encore rencontré. Donc, on mettra à jour une fois qu'on aura rencontré cette étiquette de la fin. Ce branchement, le BR, est un branchement inconditionnel. Celui-là, c'est sous une condition et celui-là, c'est inconditionnel. Inconditionnel. Donc, alors, se brancher à la fin. Et quand je me branche à la fin, c'est-à-dire, ça veut dire que si je dois exécuter ou alors générer d'abord le code objet de ça, donc il va tester la condition, c'est là. Si la condition est fausse, il va aller au else. Sinon, il fait l'instruction 1, il va à la fin. Ici, donc celle-là, tester la condition, c'est du code, c'est de la forme intermédiaire. Madame, Oui, oui, oui. je pense que vous êtes trompé. Si la condition est fausse, allez à instruction 2. Oui, madame, vous devez permuter entre instruction 1 et 2. Pour remonter celui-là. Oui, si, d'accord. Mais mon code est correct. Hein. Oui, vous avez raison. Bien sûr, très bien. Ça prouve que vous suivez. C'est bien de faire des bêtises comme ça, vous allez me prouver que vous êtes là. Oui, effectivement. Là, c'est bon? Ça va? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, voilà. C'est bien, je suis contente. Il y a au moins des étudiants qui suivent. OK. Donc, parce qu'on m'a dit que les IL ne suivaient pas. Hein? On m'a dit que les IL, c'est des abonnés absents. Alors, donc je reprends. Maintenant, puisque vous avez suivi, je me branche à la fin si je fais instruction 1. Sinon, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois avoir? Si vous avez suivi, c'est-à-dire si la condition est fausse, je vais aller à else. Sinon, j'exécute
j'exécute l'instruction 1 et je vais à la fin. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous venez de le dire. Voilà, voilà, c'est généré. Vous êtes des ACAD ou des ISIL? Les étudiants qui sont en train de parler? ACAD. Voilà, ok. Alors, je génère l'instruction 2. Donc, ça y est, une fois que je génère les quadruplés, hein, quand je dis génère, c'est des quadruplés. Hein. Alors, quand je génère les quadruplés de l'instruction 2, qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais d'après vous? Qu'est-ce que je fais? Quand j'aurai fait l'instruction 2, qu'est-ce que je fais? L'étiquette de fin. Voilà, il faut aller très bien. Il faut mettre à jour. Donc là, c'est la fin. Fin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mise à jour de l'étiquette fin. Voilà. Ici, on devait faire quelque chose, on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on devait faire là? Là, juste là. Qu'est-ce qu'on devait faire? Ah oui, préciser l'étiquette else. Très bien, parfait. Donc, si vous appelez ça 1, si vous appelez ça 1, ça vous l'appelez 2, ça, parce que là, il y a beaucoup de quadruplés, donc vous appelez là I, donc ça c'est etc. Donc instruction 1, c'est etc., etc., etc. Là c'est branchement à la fin, je l'appelle I. Alors ici c'est I plus 1, donc c'est I plus 1. Donc là je viens ici, j'enlève ce else, enfin il n'y avait rien, c'était du blanc, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on fait? On met I plus 1, d'accord? Là, je le remplace par I plus 1. Donc, ça c'est I plus 1. Ça c'est I plus 1. Voilà. Ensuite, la fin. Là aussi, je dois mettre... Donc, ça, c'est I plus 1. Donc, je génère... Là, il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup de quadruplés. C'est l'instruction 2. Et là, par exemple, c'est J. C'est J. Donc, je viens ici. Là, c'était blanc, c'était vide. Je mets J. Voilà le code sémantique. C'est ça la sémantique. D'accord? Donc, la sémantique, c'est d'insérer, donc de traduire notre programme en code plus simple par génération de routines sémantiques. Et une fois que le code est correct, vous allez voir, c'est du compile 2, c'est-à-dire nous on s'arrête ici à compile 1. Compile 2 va voir comment sont organisés, comment on alloue de l'espace à tout ça, hein, au programme, aux données, comment allouer de l'espace selon les langages, et puis allouer et réserver bien sûr, et puis bien sûr, optimiser le code et génération de code objet. Ça, c'est facile. C'est de l'assembleur. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Est-ce que tout le monde a compris, parce que c'est très important, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris comment on génère une forme intermédiaire ou une routine, ou alors de la sémantique pour le if? C'est important. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle? Oui, Madame, Oui? j'ai une Oui. question. Yes, oui. Les Oui. deux derniers champs, Oui. les quadruplés, ils représentent Oui. quoi déjà? En principe, un quadruplé, il est à 4 champs.
Le premier est un opérateur, le champ de l'opérateur. Le deuxième, c'est l'étiquette si c'est un branchement. Sinon, c'est des opérandes. On appelle ça des opérandes. Même l'étiquette est un opérande. Hein? Donc, ça, c'est l'opérande 1. Ça, c'est l'opérande 2. Ça, c'est le résultat de l'opération, parce qu'on avait un opérateur. Mais, il s'avère que ça, c'est un quadruplé normal. Maintenant, il peut y avoir des opérateurs qui sont en un seul champ, comme le branchement vers l'a fait ici, branchement vers J. Le branchement vers J, c'est une adresse, donc vous mettez des parenthèses. Donc, le branchement vers J ne nécessite pas plus d'un opérande. D'accord? Il y a une seule étiquette, il y a l'étiquette. Donc, c'est un seul opérande avec un opérateur. Par contre, ici, on a dit que on se branche vers la condition, on se branche, vers I plus 1, vers le S, si la condition est fausse. Donc, on a déjà un autre opérande, il y a l'opérateur, il y a l'étiquette et il y a l'opérande résultat de la condition que l'on doit tester. Donc, finalement, un quadruplé, il peut être à 4 champs, il peut être à 2 champs, comme il peut être à 3 champs. Voilà. OK, ça va? Je réponds à votre question? D'accord, merci. Oui? Très bien. Maintenant, ça, c'est le code. C'est le code attendu. Hein? C'est le code attendu. Comment avoir ce code? Avoir ce code, c'est l'analyse sémantique. Donc, je retourne à mon if. En fait, si vous avez compris ça, après, vous pouvez écrire n'importe quelle traduction de code. Alors, c'est ça, c'est ça la suite du compilateur. Vous n'avez pas de compilateur, vous êtes des informaticiens, ça ne vous effraie pas. Ne pas avoir un compilateur, ce n'est pas grave. On est des informaticiens, on doit être capable d'écrire nous-mêmes le compilateur. Alors, comment on écrit le compilateur? Vous définissez votre langage, qu'est-ce que vous voulez dans votre langage. Par exemple, je prends le langage C++. Quelles sont toutes les instructions du C++? Quels sont le type de déclaration? Comment on appelle une procédure? Comment on désigne un fichier? Comment on désigne un tableau? Qu'est-ce qu'il faut pour un tableau? Tout ça, ça fait partie du langage que vous définissez. Ensuite, une fois que vous avez le langage, vous devez définir les mots-clés. Les mots-clés, ils sont propres au langage. Vous parlez en arabe, vous parlez en français, ce ne sont pas les mêmes mots-clés. En arabe, il y a des mots-clés et en français, il y a des mots-clés. En anglais aussi, il y a des mots-clés. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous spécifiez les mots-clés. En général, dans les langages informatiques, globalement, les mots-clés sont les mêmes. Hein. If, then, else, while, switch, case, etc. sont les mêmes. Donc, vous les mettez dans une table à part et vous mettez les séparateurs aussi, c'est une donnée, ce sont des hypothèses. Vous les mettez aussi dans une table à part. Maintenant, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change, c'est comment vous écrivez votre programme. Il y a un étudiant, pour faire une somme, il dit somme égale somme plus A, par exemple. Il y a un autre étudiant, il dit, moi, somme, je ne l'appelle pas somme, je l'appelle B. Ma somme, je l'appelle B égale B plus A, par exemple. Donc, c'est ça, c'est-à-dire les identificateurs, ce sont des objets qui sont propres à au programmeur, celui qui écrit le programme. Maintenant, l'analyse lexicale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me vérifie juste, est-ce que les mots, quand on les prend séparément, il faut les prendre séparément, sont corrects. Sont corrects, ça veut dire qu'il n'y a pas un mélange, il n'y a pas à l'intérieur des caractères. Vous écrivez en français, il ne doit pas y avoir des caractères arabes à l'intérieur. Vous écrivez en berbère, le berbère est compliqué, les lettres berbères n'ont rien à voir avec les lettres latines, hein, d'accord? Donc, ce n'est pas les mêmes caractères spéciaux, les mêmes caractères, pardon. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse lexicale. Elle vous dit que le mot est correct, même s'il ne veut rien dire, ce n'est pas grave. L'analyse syntaxique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait un peu plus. Elle dit que je vais voir est-ce que le if est bien suivi de la condition, il est bien suivi du then,
il est bien suivi d'instruction 1, bien suivi de else et bien suivi d'instruction 2. Par contre, bien sûr, il peut y avoir des if qui n'ont pas de else. Hein. Donc, il faut, quand vous faites un langage, il faut tenir compte de ce type de if. Maintenant, une fois qu'on s'assure que syntaxiquement, ce que vous avez écrit est correct, on va vérifier que sémantiquement, c'est correct. Comment vérifier la sémantique? C'est inclure des routines sémantiques. La sémantique, c'est traduire votre syntaxe en code sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire un code sémantique? C'est un appel de routine sémantique. C'est un enchaînement de routines sémantiques. Dans cette petite instruction if, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que générer les quadruplés de la condition, c'est là. En fait, on va traduire ça. C'est ça. On va, ça c'est le code attendu. Comment l'avoir? Comment avoir ce code attendu? C'est à travers les routines sémantiques. Que disent ici les routines sémantiques dans le cas donc du if? C'est tester la condition. Si la condition est vraie et fausse, il faut faire une déconnexion. Le point d'exclamation veut dire une déconnexion. Enfin, une routine. Je fais une routine, j'écris une routine qui me teste la condition. Si la condition est fausse, il faut aller là. Donc là aussi, j'ai une routine sémantique. J'ai une routine sémantique. Donc, si la condition est fausse, je viens là. Ça veut dire qu'il faut insérer quelque chose ici. Maintenant, sinon, si la condition est vraie, on fait l'instruction 1 et ici, on sort. Donc là aussi, c'est une routine. C'est une routine, mais comme il y a juste après une autre routine, donc celles-là, elles vont être collées. Elles sont consécutives. Le mot-clé else ne gêne plus, il ne gêne pas. Donc celle-là, c'est une routine. Celle-là, c'est une routine. Et puis, il nous faut une routine là pour mettre à jour l'étiquette de la fin. L'étiquette de la fin. Donc là, j'ai 3 routines sémantiques. Alors, les routines sémantiques, on va écrire la grammaire. On va dire que notre grammaire devient, celle-là, c'est la syntaxe. Hein. La grammaire syntaxique, c'est instruction if. C'est quoi l'instruction if? C'est if. Les mots-clés, je les mets entre les guillemets ou les cotes ou les... Voilà. Ce sont des mots-clés. Hein. Pardon, des noms terminaux. Then, instruction 1. Des noms terminaux, ça veut dire qu'ils vont eux-mêmes générer du code. Hein. C'est ça que ça veut dire. Instruction 2. Ça, c'est la grammaire syntaxique. La grammaire sémantique est une grammaire syntaxique dans la augmentée des noms terminaux qui nous donnent les routines sémantiques. Donc, augmenter des noms terminaux qui dérivent en epsilon. Donc, on rajoute, donc pour la sémantique, on rajoute des noms terminaux dérivant en epsilon, qui dérivent en epsilon. Donc là, on avait dit que on avait une routine sémantique ici, une routine sémantique ici, hein, et une routine sémantique là. Donc 3 routines sémantiques, ABC. Alors, qu'est-ce qu'on va dire?
On va dire que, alors, grammaire sémantique, sémantique, ça va être, bon, pour aller vite, je ne mets pas les cotes, hein, pour aller vite, hein. C'est if, quand, là, je l'appelle A. Le nom terminal, je l'appelle A. Then, instruction 1, je l'appelle B, else, je l'appelle C. Donc, A, B, C. Voilà. Et A, B, C sont des routines sémantiques qui doivent dériver en epsilon. Donc, A, B, C, ABC dérive en epsilon. Epsilon. Voilà. Donc, ce sont des procédures sémantiques, il faut les écrire. Il faut les écrire. Comment on les écrit? On va écrire ce qu'on a généré ici. On a dit que A, c'est celle qui permet de sortir si la condition est vraie, est fausse. La B, c'est celle qui permet, la A, c'est celle qui permet de se brancher vers début instruction 2 si la condition est fausse. La B, c'est celle qui permet de sortir parce qu'on aura fait instruction 1. Et la C, c'est celle qui permet de mettre à jour la fin. Donc ça, vous regardez ce qui a été fait en compile 1. Je ne vais pas tarder parce que sinon, je perdrai trop de temps dans les révisions. Le cas ascendant. Vous revoyez s'il y a des questions, vous me les poserez le jour du présentiel. OK? OK? Oui ou non? D'accord, madame. D'accord. D'accord. Oui, parce que quand vous ne répondez pas, j'ai peut-être perdu la connexion. Je ne peux pas le voir. Enfin, je ne peux pas le voir directement, hein. Alors, le cas ascendant. Cas ascendant, ça travaille exactement de la même manière. Il n'y a rien qui change dans le corps des routines. C'est-à-dire le corps des routines reste le même, hein. La grammaire syntaxique est la même, c'est la grammaire sémantique qui change, hein. Alors, dans la grammaire sémantique, ce n'est plus des noms terminaux qui dérivent en epsilon, mais on introduit des noms terminaux et on dit que on découpe la grammaire, on procède au découpage de la grammaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je transforme ma grammaire selon l'emplacement des routines. Alors, je vous donne une astuce. Une astuce. Donc, voilà l'exemple. Si la condition est fausse, je vais aller à l'instruction 2. Sinon, je fais instruction 1 et je sors. Et le point de la fin est là. J'avais 3 routines. Une là et une là. Qu'est-ce qu'on fait? On associe, on reconstruit la grammaire, on la réécrit entièrement selon l'emplacement des routines. Donc, on va dire que ça, tout ça, jusqu'à l'avant-dernière routine, on va appeler tout ça A. Ensuite, on descend. Donc, tout ça, c'est A. Ensuite, il y a une routine là. Tout ça, c'est B. C'est B. Donc, on va écrire. Donc, on introduit des noms terminaux. Voilà. Regardez, si une routine sémantique doit être insérée entre alpha et bêta, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nom terminal qui s'appelle B. Donc, ça, c'est A d'un alpha bêta. Si je dois avoir une routine à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va dire qu'on introduit un nom terminal B ici. Donc, tout ça va s'appeler B. Tout ça va s'appeler B et B dans alpha. Et B dans alpha, donc ça va correspondre à ma routine sémantique. Donc, tout ça, A donne B bêta avec un B donnant alpha. Donc, si je reprends l'exemple, tout ça, regardez jusque-là.
Tout ça, je l'appelle grand A. J'écris là. J'écris là. Alors, l'instruction if. C'est quoi l'instruction if? C'est A suivi de else suivi de l'instruction 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est A? A, c'est quoi? C'est B. Then instruction 1. C'est ça. C'est B, then. Instruction 1. Qu'est-ce que c'est B? B, c'est... Qui c'est qui parle? Comment elle s'appelle l'étudiante? Comment vous appelez? Comment vous appelez? Vous parlez de moi, madame? Oui, celle qui a parlé. Oui, c'est toi. Djilali Shahrazad. Tu n'étais pas chez moi, non. Tu n'étais pas en section A. Non. C'était en B ou en C? En B. Vous parlez de D'accord. l'ISM, oui. En 3e année. Oui, Oui, B. voilà. OK, donc, B donne if condition. Donc, celle-là, je l'appellerai routine 1. C'est la 1. Celle-là, je l'appelle la 2. Et celle-là, j'appelle 3. J'appelle 3. La 1, elle permet de tester la 1. Hein. Elle permet de tester la condition et d'aller vers le else, si c'est faux. La 2 permet, si je fais instruction 1, de sortir, d'aller à la fin et de mettre à jour le else. Et celle-là, elle permet de mettre à jour le quadruplé de la fin. Donc, voilà comment on écrit des routines sémantiques. Et l'enchaînement de toutes ces routines, c'est votre code intermédiaire et c'est ce qui va être donné, enrichi bien sûr, hein, enrichi et donné à la génération de code objet. Ensuite, c'est ça qui va être exécuté. Donc, en fait, la sémantique, c'est celle qui permet d'introduire le code objet. Voilà, c'est-à-dire que c'est tout ça qui va être traduit après en code machine. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. OK, parce que c'est dur pour un enseignant de parler dans le vide. Hein. Alors, je reviens à mon cours. Donc, ça, c'est le cas ascendant. Donc, ce qui change, remarque, c'est juste la grammaire. Hein. Le code, le corps des routines ne change pas. Là, on donne une remarque. Comme dans les phases précédentes, cette phase, elle peut échouer. Elle peut échouer et elle doit être capable alors de signaler les erreurs dites erreurs sémantiques. Quelles sont les erreurs sémantiques que vous connaissez? Parce qu'en fait, vous connaissez à travers les programmes que vous compilez, même si vous n'avez pas fait compile. Donc, donnez-moi des erreurs sémantiques que vous connaissez. Donnez-moi. Quelques erreurs sémantiques que vous connaissez. Hein? Division sur 0. Pardon? Division sur 0. Alors, très bonne réponse. Hein. Alors, la division par 0. Est-ce que c'est une erreur sémantique ou de compilation ou alors d'exécution? Compile ou exécution? Très bonne remarque. Division par 0. Est-ce que c'est compile ou exécution? Exécution. C'est comme vous voulez. Si vous faites un très bon compilateur, il faut en faire une erreur de compile. D'accord? D'accord? C'est-à-dire, comment vous faites? Quand vous générez du code, vous dites que si le résultat que j'ai, la variable que j'ai par exemple, ou ce que j'ai calculé est égal à 0, et si vous devez faire une division, vous faites le test en compilation. Comme ça, pendant l'exécution, d'accord? C'est-à-dire, j'insère du code
J'insère du code, on compile. Le code est inséré, on compile. Mais l'erreur va être détectée en exécution. Mais c'est-à-dire insérer le bout de code en compile, ça sera un très bon compilateur. D'accord? Ne laissez pas l'exécution faire ce qui appartient à la compile. Il y a d'autres remarques. On les verra au fur et à mesure. C'est-à-dire, ce que je veux dire à travers cette remarque, c'est faites un compilateur complet. Donc, c'est une erreur d'exécution, mais qu'on prépare en compilation. Donnez-moi d'autres erreurs. Celle-là, l'étudiant est parti vers une erreur très, très, très grave. Donnez-moi quelque chose de plus simple. Hein? Donnez-moi encore. Vous connaissez, hein, sans avoir fait... Voilà, vous faites par exemple A égale A plus B. Vous avez déclaré A comme étant entier, intéger, et vous avez déclaré B comme étant un booléen. Impossible de faire cette opération. Impossible. Donc, vous en faites c'est-à-dire vous faites un bon compilateur de telle façon à ce qu'ils disent que avant de faire cette somme, il va tester le type de A et le type de B. D'où je ramène ces informations? D'où je ramène les informations concernant A et B? D'où je les ramène? La table de symboles. Des symboles, voilà. C'est à travers la table des symboles, c'est le dictionnaire. Hein. Tous les objets, vous allez les retrouver dans la table des symboles avec leurs caractéristiques. On dit avec leurs attributs. Leurs attributs, c'est-à-dire le type. Est-ce que c'est une procédure? Est-ce que c'est une variable simple? Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est un tableau à plusieurs dimensions? Toutes ces informations se trouvent dans la table des symboles. Donc, vous ouvrez le dictionnaire et vous retrouvez les informations. Donc, quand il va chercher A, c'est bon, il va dire que A est un entier. Il va commencer, il va trouver un plus, c'est bon. Ensuite, il va trouver un B. Tiens, le B. Il va dire le B. C'est un booléen. Impossible de faire cette opération. Il va vous générer une erreur de compilation. Donc, voilà toutes les erreurs que vous pouvez avoir. Donc, quand vous avez une compile, vous devez compiler un programme. Vous avez des erreurs lexicales, vous avez des erreurs syntaxiques et vous avez des erreurs sémantiques. Mais parfois, les compilateurs ne vous spécifient pas le type de l'erreur. Il vous dit qu'il y a une erreur ici, par exemple. Il vous met un point d'exclamation, mais il ne vous dit pas est-ce que c'est une erreur lexicale, syntaxique, etc. Bon, ça dépend du compilateur. Hein. Quand c'est un compilateur qui est bien fait, il vous donne vraiment le type de l'erreur. Il y a même des compilateurs qui, au bout d'une erreur, ils vous font sortir. Hein. Ils rencontrent une première erreur et ils vous disent voilà, d'accord. Donc, un bon compilateur, c'est celui qui vous génère, qui vous déclare un maximum d'erreurs. Comme ça, vous n'allez pas faire des corrections, retour, etc. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, madame. Oui. Oui. Si on travaille avec des variables qu'on n'a pas déclarées, donc il va gérer. Voilà. Bonne question aussi. Donc, une variable qu'on n'a pas déclarée, ça dépend du langage. Si vous êtes en présence d'un langage qui ne déclare pas les variables, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord? Mais, donc il y a deux types de langage. Quand vous concevez votre compilateur, vous êtes en mesure, c'est-à-dire soit vous déclarez les variables et vous mettez le type des variables dans la table des symboles. Donc après, vous pourrez faire le contrôle des types. Maintenant, vous pouvez avoir à faire un langage qui ne déclare pas les variables. Donc, c'est à vous de voir. Nous, vous allez voir plus tard. Je ne sais pas si on aura le temps de faire
petit bout de cours, mais on se placera dans le cas d'un langage qui déclare les variables. Donc, quand une variable n'est pas déclarée, il va vous dire erreur sémantique. C'est une erreur sémantique. D'accord? Ça va? C'est bon? Oui, madame. Madame, Ok. Oui, mal oui. utilisation d'étiquette. Pardon? Mad- euh, Il y a du bruit. Oui? Oui? Oui, allez-y. madame, قلت لك mal utilisation d'étiquette. L'étiquette si c'est une erreur syntaxique ou sémantique. Une mal utilisation d'une étiquette. Oui, madame. Par exemple, je ne voulais pas parler des étiquettes. Pourquoi? Parce que je crois que les étudiants d'ISIL n'ont pas fait ça. ISIL n'ont pas fait. Alors, vous dites go to étiquette 1. Go to étiquette 1. Et l'étiquette 1, vous ne la trouvez pas dans le programme. Vous ne la trouvez pas dans le programme, l'étiquette 1. Est-ce que c'est une erreur d'exécution ou de compilation? Est-ce que c'est exécution ou compilation? Est-ce que exécution ou compile? Si j'oublie, c'est-à-dire je dis go to étiquette 1, mais je ne spécifie pas, on ne spécifie pas quelle est l'instruction étiquetée par cette étiquette. On ne spécifie pas, on a oublié. On a écrit un code qui n'est pas très correct, on a oublié d'écrire l'instruction étiquetée par cette étiquette. Est-ce que c'est une erreur de compile ou d'exécution? Vite. Oui, dans notre cas, dans certains langages, c'est une erreur d'exécution. Hein. Ils ne trouvent pas étiquette 1. Le programme va boucler. Il va boucler. Il ne va pas trouver l'étiquette 1 alors que peut-être que les données que vous avez injectées doivent passer par l'étiquette 1. Donc, il va vous dire erreur d'exécution. Il va boucler. Par contre, nous, on va essayer de faire un bon compilateur. On va en faire une erreur de compilation. C'est-à-dire, c'est pendant la compile qu'on va vérifier dans notre programme, est-ce que si on a fait référence, parce que ça, c'est une référence à une étiquette. Si on fait référence à une étiquette, on s'assure Qu'elle est déjà déclarée. qu'elle est bien déclarée ou au moins utilisée. Parce qu'il y a aussi des langages qui ne déclarent pas les étiquettes. Hein. Ce n'est pas tous les langages que vous connaissez qui déclarent les étiquettes. Non. Vous connaissez des langages qui ne déclarent pas les étiquettes. Hein. Ils les utilisent sans les déclarer. Donc, on s'assure qu'elle a été déclarée ou au moins utilisée. D'accord? Si c'est un langage qui ne déclare pas. C'est-à-dire au moins qu'elle est utilisée, que vous n'avez pas fait référence, vous n'avez pas dit partir à une étiquette qui n'existe pas. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est une erreur d'exécution. Mais faites un compilateur complet. Voilà. Est-ce que je réponds à vos questions? Est-ce que c'est bon? Oui, merci, madame. D'accord. OK. Maintenant, alors, l'optimisation de code objet. Optimiser du code est une option dans un compilateur. Vous pouvez faire un compilateur sans optimisation, mais si vous le faites, c'est une très bonne chose. Parce qu'en plus, optimiser, c'est compliqué. Hein. Parce que nous, les informaticiens, on essaye de faire une optimisation sur l'espace et sur le temps. Or, concilier les deux, c'est difficile. Et donc, d'une manière générale, le rôle de l'optimisation, c'est
de trouver des informations sur le comportement à l'exécution et d'utiliser cette information pour améliorer le code généré par le compilateur. C'est-à-dire c'est lors de la compilation qu'on essaye d'optimiser le code. Alors, initialement, il n'y avait pas beaucoup de compilateurs optimisants. Mais ces derniers temps, avec bien sûr les nouvelles machines, tous les compilateurs travaillent avec des compilateurs, tous les compilateurs sont optimisants. Alors, par exemple, vous avez while a est positif, faire x égale 0 et a égale a plus 1, c'est un exemple. Vous remarquez que dans ce while, vous remarquez que la variable x égale 0, on l'a fait à chaque fois qu'on rentre dans le while. À chaque fois que a est positif et que je rentre dans le do, dans la boucle while, je fais x égale 0. X égale 0, ça coûte pour le compilateur. À chaque fois, il va mettre 0 dans x. À chaque fois, il va mettre 0 dans x, alors que x n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir x égale 0 hors la boucle. Hors la boucle. Alors, en dehors de la boucle. Et pour comme ça, il ne va pas être refait à chaque fois. C'est un type d'optimisation. Et vous en connaissez beaucoup. Hein. Quand vous êtes en train d'écrire un programme et vous avez des résultats intermédiaires, vous allez faire x égale x plus y. Vous allez faire dans une partie de code x égale x plus y, dans une autre partie de code encore x égale x plus y. Si vous êtes sûr qu'une certaine variable n'est pas réutilisée, vous pouvez l'utiliser pour stocker encore à l'intérieur la somme, d'accord, la somme, le produit, etc. Donc, c'est une forme d'optimisation. Donc, ça, compile 2, ça va être une partie de sémantique, ça va être l'optimisation de code. Donc, c'est ça le compile 2. Le compile 2, il commence à l'analyse sémantique, une grande partie même. Ensuite, l'optimisation de code. Ensuite, la génération de code objet. Donc, ça, c'est 3 à 4 chapitres. 3 à 4 chapitres, ça sera du compile 2 et c'est là où on va parler architecture et système. Qu'est-ce que je voulais dire aux étudiants de L3? Il y a une université française qui souhaiterait récupérer des étudiants en L3 pour qu'ils fassent leur master en France. En France, dans un laboratoire français. Mais ce n'est pas sûr que ça marche encore. On a soumis le projet au recteur. Le recteur va voir avec le ministère si on peut envoyer, parce que ce type de projet existe, mais ils n'existent pas, c'est-à-dire on envoie des étudiants en master 1 ou en master 2. Ils font une année en France, M1 ou M2, ils reviennent pour faire le reste, c'est-à-dire on leur fait une équivalence entre les modules. Ils font la formation en Algérie, c'est-à-dire formation algéro-française. Mais là, c'est un master qui va être fait entièrement en France et vous aurez 2 diplômes, un diplôme algérien et un diplôme français. Mais ce n'est pas sûr que ça marche. C'est vraiment pas sûr. Donc, on attend la réponse du ministère avant de vous lancer l'appel. Donc, vous trouverez, au cas où ça marche, l'appel sur le site de la faculté. Voilà. C'est une parenthèse, ce n'est pas de la compile. Alors, la génération de code objet. Dans cette étape, il faut se rapprocher de la machine, l'architecture de la machine. Parce que générer du code, c'est écrire du code qui soit proche de la machine cible. Donc, il faut bien maîtriser le jeu d'instructions, tout ce qui est registre, accumulateur, les opérations, etc.
Donc, avant de faire du code objet, d'arriver au code objet, il faut être sûr que votre programme ne possède pas d'erreur, ne comporte pas d'erreur de compilation lexicale, syntaxique, sémantique. Donc, avant de générer du code objet. Donc, ça, c'est encore un chapitre de Compile 2. La table des symboles, on a beaucoup parlé de la table de symboles. Au début, elle est vide au début de la compile. Et après, au fur et à mesure que vous compilez vos programmes, la table se remplit, et à la fin de la compilation, ça sera une table bien riche et toutes les informations dont vous avez besoin pour travailler sont dans cette fameuse table des symboles. Donc voilà, je clôture le cours. Bon, les erreurs, j'ai dit que dans chaque étape de la compilation, on a des messages d'erreur. Maintenant, ça dépend des compilateurs que vous construisez. On peut avoir des compilateurs qui signalent des erreurs, ils passent. On peut avoir des compilateurs qui ils signalent, ils peuvent corriger un petit peu l'erreur. D'accord? Donc, ils peuvent pallier à l'erreur. Par exemple, vous avez un identificateur qui est très long. Que fait les compilateurs? Ils tronquent. Il vous dit le langage qu'on a écrit n'admet pas des identificateurs qui sont trop longs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tronque. Un autre exemple, quand vous avez une instruction qui est erronée, que fait le compilateur? Il va jusqu'à la fin de l'instruction, pour ne pas dire que toutes les instructions qui viennent sont erronées, il va jusqu'au prochain point virgule. Il ignore l'instruction où il y a une erreur, il continue. On dit qu'il fait de la récupération sur erreur. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ce cours? C'est une introduction, c'est des rappels. Hein. C'est des rappels et le TD de la semaine prochaine va porter sur ces rappels. Je vais vous envoyer la série de TD tout à l'heure. Enfin, dans la journée. Ça va? OK? Madame, D'accord. Oui, oui, oui. est-ce que vous- Est-ce que? est-ce que vous pouvez répéter sur l'optimisation de code? D'accord, l'optimisation de code, je reprends. En fait, c'est un cours qui va être détaillé. Hein. Là, c'est juste une petite introduction. L'optimisation de code, vous étiez dans une boucle while, vous avez mis une affectation donc les variables ne changent pas. Le 0 est une constante, le x est une variable qui ne change pas dans le while. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de la faire à chaque fois que vous exécutez le while, qu'est-ce que vous faites? Comme ça coûte cher une affectation, vous allez voir après, au moment de la réservation de l'espace et comment sont la façon d'exécuter les programmes, vous allez voir que ça ne nous intéresse pas d'avoir une affectation qui ne change pas à l'intérieur d'une boucle. Ça coûte un peu plus cher au compilateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir cette variable, cette affectation en dehors de la boucle, comme ça, elle va être faite une bonne fois pour toutes. Une seule fois et une bonne fois pour toutes. C'est bon? Ça va? Est-ce que ça va? Oui, madame, merci. Très bien. Alors, donc j'ai Madame, terminé. Oui, On peut aussi éliminer les fonctions ou les variables qui sont jamais utilisées dans le code. oui, oui. Vous avez dans un code, une partie de code, vous avez fixé une variable, par exemple, qui vous calcule un produit. Un produit. Après cette variable, vous ne l'utilisez plus. Ça y est, vous avez stocké votre produit, votre multiplication, et après, vous n'avez pas besoin de cette variable. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'introduire encore dans d'autres parties de code d'autres variables, vous allez prendre cette variable et vous l'utilisez à une autre fin. Vous mettez un autre résultat dedans. Donc, c'est une optimisation de variables. Il y a encore d'autres optimisations. Il y a plein d'optimisations que l'on peut faire. C'est bon? Ça va? Oui, madame. OK. Donc, je termine ce cours et j'entame le cours que je vous ai envoyé hier. J'ai envoyé aussi hier un cours. Donc, je vais le partager avec vous.
Vous avez démarré tous les cours? Non, madame. Quels sont les cours qui ont démarré? IA et autrement dit. Et A et compile. OK, d'accord. OK. Ça, c'est pour les IV, non? Les IL. EL, madame. Ah, et les IV? IV. IV. Il n'y a pas d'IV, je crois, c'est ça? Il n'y a pas d'étudiants IV. Si, madame, si. Pardon? Compile les réseaux de neurones au réseau. D'accord, très bien. Alors, traduction dirigée par la syntaxe. Je l'avais enroué, à force d'avoir parlé, trop parlé. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je reviens 2 secondes, je vais prendre juste un petit peu d'eau, parce que sinon je ne peux pas continuer. Je l'avoir enroué. Alors, 2 secondes. Traduction dirigée par la syntaxe, ça veut dire que c'est de l'analyse sémantique. Hein. C'est juste que c'est la syntaxe qui décide, qui commande. Alors, le cours, un petit schéma. On part d'un programme source, on fait une analyse lexicale. Qu'est-ce que ça veut dire analyse lexicale? C'est le scanner. C'est lui qui permet de découper le texte en petits mots. Et chaque petit mot doit être construit de caractères qui sont corrects. Et si tous les caractères sont corrects, même s'il ne veut rien dire, c'est un mot correct lexicalement. Ensuite, l'analyse syntaxique. En même temps, donc analyse syntaxico-sémantique avec génération de codes intermédiaires, ce qu'on vient de faire en introduction. C'est-à-dire qu'après l'analyse sémantique, vous devez être capable de générer du code intermédiaire qui se rapproche le plus du code objet. Et c'est ce code intermédiaire qui va être traduit en langage machine. Donc, compile 2, c'est analyse sémantique jusqu'à la fin, jusqu'à la génération de code objet. Alors, l'analyse sémantique, elle est en liaison étroite. D'ailleurs, on ne les sépare pas, la syntaxique et la sémantique. On fait de la syntaxico-sémantique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, l'analyse sémantique? Elle permet de donner un sens à ce qu'on a fait dans l'analyse lexico-syntaxique, si bien sûr, vous n'avez pas d'erreur au niveau des premières étapes. Alors, un exemple de sémantique. Vérifier qu'un identificateur a été bien déclaré. D'accord? Parce que si c'est un langage qui déclare les objets, les identificateurs, et si vous faites référence à ces objets alors que vous ne les avez pas déclarés, il va aller dans la table des symboles, il ne va pas trouver l'objet, la déclaration de l'objet, il va dire il y a une erreur sémantique. Voilà. La concordance des types dans une expression. Alors, dans une expression, il va vous dire, vous faites ce que j'ai dit tout à l'heure, A égale B plus C. Sinon, pas le même type, il va vous déclarer une erreur. Alors, l'utilisation correcte d'une étiquette, c'est pareil, je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous utilisez un goto et vous oubliez de mettre instruction, c'est-à-dire que vous n'avez pas mis l'instruction étiquetée par cette étiquette, il va vous dire erreur de compile. OK? Voilà. Il y a encore d'autres erreurs. Hein. Alors, par exemple, dans une procédure, vous avez une procédure qui s'appelle exemple. Donc, le mot-clé procédure, c'est ça qui vous dit que l'exemple est une procédure avec une liste de paramètres. D'accord? Alors, j'ai dit que la sémantique du mot-clé procédure
Le mot-clé, il est tout petit. Il veut juste te dire que exemple est un nom de procédure. Ça, c'est très, très compliqué en compil. Vous allez voir, c'est tout un cours sur ce mot-clé procédure. Il y a des choses à faire dès qu'il y a une déclaration de procédure, il y a un call vers cette procédure. Il y a du code qui est généré. Du code qui est généré, c'est-à-dire à ce petit mot-clé procédure exemple, il y a un ensemble d'instructions qui est généré. Un ensemble d'instructions, c'est-à-dire du code. Il y a beaucoup de codes relatifs à ce mot-clé procédure. Donc, j'en parlerai au moment du cours. En fait, exemple, vous avez appelé une procédure qui s'appelle exemple, avec des paramètres, bien sûr. Et puis, au moment de l'utilisation de cette procédure, c'est-à-dire là, c'est la déclaration. Et au moment de l'appel de cette procédure, vous n'avez pas mis de paramètres. Vous n'avez pas mis des paramètres. Qu'est-ce qu'il va vous dire, le compilateur? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Qu'est-ce qu'il va vous dire, le compilateur? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Alors, qu'est-ce qu'il va vous dire? Est-ce que vous êtes là? J'ai perdu la connexion, non? Non, madame. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, madame, on vous entend. Oui. On a perdu la connexion. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui, oui, madame. Vous êtes là? Oui. Oui. J'ai perdu la connexion, non? Hein? Ah, madame. J'ai perdu la connexion. Oui, normalement. Est-ce que vous Oui, madame. madame. êtes là? Oui. Oui. Oui, madame. Je vous entends pas. Allô? Oui, ça va? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Oui, Ah madame. oui. Très bien. Ok, ok. D'accord, donc je... Ouh, il y a des échos. Alors, j'ai un écho. Qu'est-ce que je dois faire? Madame, je crois que vous avez rejoint la réunion 2 fois, hein. Ah, Oui, madame. ok, ok. C'est bon? Oui. Très bien. Ouh là là. Oui, alors, je m'excuse, je reviens au cours. Donc, je disais, vous avez Madame. utilisé... Oui, oui, Madame, il n'y a Oui. pas de partage. ok, d'accord. Je dis que, donc je reviens au cours de tout à l'heure, enfin de la remarque. J'ai dit que vous utilisez une procédure et vous avez oublié, vous l'avez déclaré avec des paramètres. Et quand vous avez fait l'appel, vous avez oublié de mettre les paramètres.
Le compilateur doit être en mesure de trouver toutes ces erreurs-là. D'accord? Il doit être en mesure de les trouver et, et déclarer, bien sûr, les erreurs. C'est ce qu'on va faire en compile 2. Hein. C'est une erreur, c'est un bout de cours de compile 2. Alors, donc on dispose d'un analyseur syntaxique. Notre but est de récupérer comme résultat du code, comme on a expliqué tout à l'heure dans le cas du if. À ce code intermédiaire, nous allons rajouter des actions sémantiques. Donc, c'est l'enchaînement de ces routines sémantiques qui constitue le programme code intermédiaire. Et tout ça, on l'appelle traduction dirigée par la syntaxe. Alors, elle consiste, ça s'appelle un schéma de traduction, ça consiste en une grammaire, c'est la grammaire sémantique, donc c'est la syntaxe transformée, et les routines sémantiques. Donc, c'est les grammaires sémantiques et routines sémantiques. Ça, le code intermédiaire, décidément, le code intermédiaire, c'est l'écriture des routines sémantiques. C'est le code, en fait, auquel on doit arriver. C'est le code attendu. Le code attendu est donné à travers les routines sémantiques. Donc, voilà ce que c'est un code intermédiaire. Alors, traduction dirigée par la syntaxe. Oh là là. J'ai bien traité le cas du if. Le if, c'est l'instruction conditionnelle. Donc, je l'ai traité tout à l'heure. C'est bon. D'accord? Je n'ai juste pas donné les routines sémantiques. Donc, là, on donne les routines sémantiques. Donc, A, qu'est-ce qu'elle permet de faire A, elle permet de générer un branchement vers début else si cette expression booléenne, je l'avais noté condition tout à l'heure, si la condition est fausse, je vais aller au else, sinon j'exécute l'instruction 1. Donc, ça, c'est la routine A. Comment elle s'écrit? Alors, remarque, on utilise une matrice qu'on appelle quadruplée. C'est une notation. Hein. J'ai dit que la forme intermédiaire qu'on utilise, c'est juste pour faciliter l'écriture du code. Hein. Sinon, vous utilisez ce que vous voulez. Donc, dans notre cas, on dit que c'est les quadruplés. Un quadruplé, il est à 4 champs. Un quadruplé est à 4 champs. Un 4 champs, c'est-à-dire au pire, hein, mais il peut être à 2 champs comme il peut être à 3 champs. D'accord? Donc, c'est l'opérateur avec tous les opérandes. Sinon, c'est un opérateur avec 1 ou 2 opérandes. Donc, selon le cas, selon l'instruction. Alors, on note QC. QC, c'est le premier quadruplé libre de la matrice. C'est-à-dire, quand on veut avancer dans la matrice, on va mettre, c'est-à-dire, quand vous mettez dans un vecteur, vous faites I égale I plus I égale I plus I, nous on fait QC égale QC plus 1. Comme c'est une matrice, donc, ça nous permet d'avancer dans l'écriture dans cette matrice. Ça, c'est la remarque. Alors, les procédures sémantiques. A donne epsilon. Qu'est-ce qu'elle fait? La procédure A donne epsilon. C'est carrément ce que vous avez dans votre code. Elle permet, la procédure A, elle permet de tester cette expression booléenne. Faites attention parce que je vais vous poser une question piège, d'accord, pour voir si vous avez compris. Hein. Donc là, expression booléenne, je vais le tester. Je vais le tester. S'il est le BZ, il veut dire que si l'expression booléenne, tout à l'heure je l'avais noté condition, si l'expression booléenne est fausse, alors allez à début else. Allez à début else. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde cette position. D'accord? On sauvegarde. Si c'est faux, je vais aller au else et je sauvegarde cette position parce que si je dois faire un branchement, si c'est faux, il faut revenir parce que je ne connais pas où est-ce qu'il faut me brancher. Je sais que c'est
Je sais que c'est un if sémantiquement. Je sais que je dois brancher un début instruction 2. Mais je ne connais pas, c'est-à-dire je ne connais pas sa position dans le programme. Donc, je laisse à blanc. Je laisse à blanc. Et on sauvegarde. On sauvegarde cette position. D'accord, cette position de début else. C'est la position de début else. Voilà. Et j'incrémente, comme on a écrit dans la matrice, vous avez écrit dans la matrice, vous incrémentez le QC. Alors, la routine B, c'est pareil, c'est B dans epsilon. Qu'est-ce qu'elle fait, la routine B? Elle est là. Une fois qu'on a exécuté l'instruction 1, on doit sortir. Si vous ne sortez pas, est-ce que c'est une erreur de compile ou d'exécution? Si vous ne sortez pas. Si vous ne sortez pas. Est-ce que c'est une erreur d'exécution ou de compilation? D'exécution. Hein? Vite! D'exécution, Alors, madame. est-ce que vous êtes avec moi? Oui, Oh là madame. là. Oui. Vous êtes avec moi? Ah, vous Oui, m'entendez mal. Oui, madame. Ok, vous m'entendez. On vous entend. Très bien. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur d'exécution ou alors c'est une erreur de compilation? Si, ici. Est-ce que si vous oubliez de faire un branchement à la fin, vous avez fait ça, regardez, vous avez fait instruction 1. Vous devez sortir. Si vous ne dites pas, c'est comme un enfant, un compilateur, c'est un enfant. C'est un enfant à qui on doit dire c'est-à-dire on doit dicter tous les pas. Tout ce qu'il doit faire, on doit le lui dire, le lui apprendre. Donc, c'est la même chose pour le compilateur. Une fois que vous injectez tout, une fois que vous mettez tout dans le compilateur, après, il va être automatique. Après, c'est une programmation. Après, il va être automatique. Mais si vous oubliez des instructions, il y aura une défaillance dans votre compilateur. Donc, allez, quand vous faites l'instruction 1, allez à la fin. Si vous ne lui dites pas d'aller à la fin, il ne va pas le faire. Il va aller en séquence. Est-ce que c'est une erreur de compile ou d'exécution? Hein? C'est compilation ou exécution? Madame, c'est Je ne vous quoi entends la pas. différence? Madame, C'est une erreur. Alors, c'est une erreur d'exécution, mais parce qu'il y avait un problème en compilation. Ok, c'est ça. Oui, oui. C'est une erreur d'exécution, mais à cause d'un mauvais compilateur. C'est le compilateur qui est mauvais. Il est mauvais. On a fait un mauvais compilateur. On lui a pas dit. On n'a pas dit ici, quand on a écrit du code, on n'a pas dit qu'il faut sortir. Donc, quand vous exécutez l'instruction 1, il faut lui dire sortez. Sortez, mais il ne sait pas où est-ce qu'il doit sortir. Donc, il faut encore sauvegarder cette adresse. Donc, je l'ai sauvegardée. Et comme on a écrit, à chaque fois qu'on génère, c'est de l'écriture. Hein. C'est de l'écriture de code. Donc, on incrémente. Et puis, la routine C, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de mettre à jour le quadruplé de la fin. Si vous oubliez de mettre à jour le quadruplé de la fin, le BZ et le BR, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une erreur d'exécution. Votre programme va générer n'importe quoi. Il risque de boucler. Il va faire le then ou le X, mais après, il ne saura pas où est-ce qu'il va partir. Donc, il va boucler. C'est une erreur d'exécution s'il y a une mauvaise compile. Est-ce que ça va? Ça va? Est-ce que ça va? C'est bon?
Donc, il reste le while et puis les expressions arithmétiques. Voilà. OK. C'est bon. Une fois qu'on arrivera ici, on aura terminé avec compile 2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? On vous entend. Vous m'entendez ou pas? Mais pourquoi je ne vous entends pas, moi? Moi, je ne vous entends pas. D'accord, d'accord. OK. Donc, c'est la fin. C'est la fin du cours. C'est la fin du cours. À lundi, Inch'Allah. Allez, au revoir. OK, merci. Allez, au revoir. Je ne vous entends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas compris.